Salut Gis, comment ça va? Premier sur la Light Session ce soir, en sortie d'un match. Je sais même pas si tu l'as regardé le match. Je connais ton manque d'appétence pour le jeu pratiqué par l'équipe de France. Non, pas trop endormi, un peu frustré, agacé, mais non, non, ça va. Je dirais pas que c'était soporifique, hein, on a fait pire avec les Bleus, mais c'était un peu déprimant, quoi, on va dire. Surtout que le début était étonnant parce que je m'attendais pas à ce qu'ils ouvrent le score. Et derrière quasiment pas d'occasion, quoi. Un peu triste. Enfin, c'est pas pour autant que j'ai l'impression qu'ils ont prévu de changer de sélectionneur, hein. Ça fait des années qu'il y a des résultats très très décents, mais qu'on s'emmerde, quoi. Et non, Théo, on n'est pas champion d'Europe. On n'est pas champion d'Europe du tout. On est éliminé. Éliminé par l'Espagne de buts à 1. Je pense que Théo demande vraiment le résultat, hein, parce que je suis pas sûr que t'as regardé le match, Théo, ou t'as préféré un autre programme. Salut Diego. Je matais The Gentleman. C'est quoi le film ou la série? Salut Street Greg. Salut Arnaud aussi. Du coup, le style chiant qui gagne pas, on en débat un jour. Ah, bah, moi, tu sais très bien ce que j'en pense. Dans tous les sports, c'est cool de gagner, mais au bout d'un moment, quand t'as le matériel pour faire mieux, c'est quand même très très frustrant. Quelle que soit la sélection, quel que soit le sport. C'est cool quand t'as jamais gagné et que du coup tu peux te contenter du résultat. Et là, au bout d'un moment, c'est quand même frustrant, quoi. Sur le terrain, t'as des bons joueurs et tu proposes ça, quoi. Bon, la France n'est pas seule à jouer comme ça, hein. C'est un peu le football moderne, malheureusement, qui est comme ça. Mais, euh, mais ouais, non, non, je serais pour complètement repartir sur autre chose. Mais bon, ça vaut pour le basket aussi, hein. Parfois, on est déçu de la manière dont nos équipes de France jouent. On aimerait bien voir autre chose à un moment, quoi. L'Espagne, c'était pas mal. Alors là, sur ce match-là, c'était très dans la maîtrise et ils ont accéléré 10 minutes, mais sinon, c'était pas mal. Sur la compétition, il y a eu des choses plutôt sympas. À quand le football total? Ça n'existe plus. Le football prise de risque, Théo, c'est presque proscrit maintenant. Tout est dans la maîtrise, le contrôle. C'est un peu chiant, quoi. La possession de balle à outrance. Ouais, faut revenir aux Pays-Bas de Rinus Michel avec Cruyff et toute la clique. Alors quand tu regardes les images aujourd'hui, c'est complètement improbable où t'as as les 11 mecs ou les 10 joueurs de champ qui montent dans tous les sens. C'est un peu surprenant. C'est bien fait d'arrêter de suivre en 79. Au basket, quelle équipe avait un style chiant qui gagne? Je pense que. Est-ce que les Pistons rentreraient pas dans cette catégorie-là? Le problème, c'est que j'ai pas vu en direct, mais c'était un style très défensif, très rugueux, c'est pas ce qui plaisait le plus. En opposition à un style comme celui des Warriors, des Lakers, époque Showtime par exemple, avec Magic, voilà. Les Spurs début 2000, bah, c'était chiant parce qu'ils ils visaient pas le. Enfin, c'était plus dans le collectif, il y avait pas de. C'était pas du highlight à gogo, quoi. Pistons 2004, ouais, peut-être 2004, mais même, je pensais même aux Pistons d'Isaiah Thomas. C'est pas ce qui était le plus flashy. Lui, c'était un joueur assez flashy, mais aussi c'était chiant les Spurs. Ok. Ça dépend ce qu'on appelle chiant après. Au basket, j'ai quand même moins la sensation d'un jeu chiant. Je veux dire, c'est un jeu qui, par définition, est plus rythmé. Il y a des actions, t'es obligé, il y a un chrono. Au foot, c'est quand même plus marqué, hein. Salut Abitunka. Mais le déséquilibre au basket, ça existe quand même moins. Il y a le spacing a changé un peu la géométrie du jeu. T'as des équipes qui sont plus offensives, mais les Pistons 89 sont envoyés en attaque. On retient les cordes à linge de Bilou, mais en attaque, c'était bien aussi. Ouais, non, mais c'était pas des époques très offensives. Mais je sais pas, quand on parle d'un style de jeu chiant, je sais pas qui me vient à l'esprit. Après, c'était plus une époque de la NBA, ouais. Le début des années 2000, ça m'a pas marqué en termes de spectacle. Salut Yawata.
En foot, c'est quand même beaucoup plus facile de s'emmerder. Heureusement, enfin, le basket, je dis pas que c'est pas frustrant par instant que certaines équipes, enfin, que toutes les équipes pratiquent un style hyper divertissant, mais au moins, là, l'enchaînement des séquences fait que tu t'emmerdes moins. Ça vaut pour le handball aussi, par exemple. Au foot, c'est dur. C'est compliqué. Et t'as raison, Greg. Les équipes peuvent être passionnantes parce qu'on voit l'impact de la défense. En foot aussi, hein, ça peut être bien une équipe qui défend bien, mais quand il n'y a pas la contrepartie offensive, on s'ennuie un peu. Balle Timmy, bank shot, repeat. Ouais, le bank shot de Timmy, c'était de l'art. Ça a disparu depuis d'ailleurs. Il n'y a plus vraiment de monde qui utilise les shoots avec la planche. Mais c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque, je trouvais pas le jeu des Spurs hyper flashy, divertissant. Mais c'est parce que peut-être que, enfin, personnellement, moi, j'étais à un âge où j'étais plus en recherche de sensations fortes et de spectacles. Et après, ça m'est passé. Les Sparks ou Derek Fisher. Les gens qui ne suivent que la NBA doivent se demander pourquoi on déteste Derek Fisher, mais c'était terrible ce qu'il a fait avec cette équipe et ce qu'il a fait au coaching. C'est invraisemblable. Ouais, Flo, c'est ça, les 2000 de façon globale, c'était moche. Et Théo, je suis d'accord, j'ai pas pensé aux Rockets d'Ardennes, mais le fait de tout le temps provoquer les fautes et de vivre par les lancers francs, c'est vrai que c'était pas ce qu'il y avait de mieux, quoi. Et après, on pense ce qu'on veut du tir à 3 points, il y en a quand même beaucoup. La multiplication des tirs à 3 points, les Rockets aussi, c'était poussé très loin. Yo, moi je shoot avec la planche et même à 3. Mais je te crois qu'il vicieux, ça, y a pas de. Est-ce que tu l'annonces avant quand même ou pas? Parce que ça fait partie des petits rituels quand même. Tim Duncan avec la planche, c'était quelque chose, hein. Explique un peu pour Fischer, qu'est-ce qu'il a fait? Alors Gis, ici présent, pourrait nous en parler longuement. Mais il a donc juste après son aventure avec les New York Knicks, c'est ça, il avait été nommé par Phil Jackson. Demande à Matt Barnes. Ouais, ça c'est extra sportif, le fait qu'il soit parti avec la femme de Matt Barnes. Mais oui, il est mauvais. Mais vous savez que je déteste critiquer les coachs parce que j'en suis pas un moi-même. Mais toutes les décisions qu'il prenait avec une équipe aussi forte que les Sparks, enfin, il a benché Candace Parker dans une série de playoffs sans aucune raison et ils ont pris un sweep. Derrière, sans aucune raison, il était promu. Il s'est retrouvé d'abord coach, puis GM, puis président des opérations basket. Les choix dans la direction, c'était cata. C'est il y a plein de trucs comme ça. Après, dans la communication, on avait vu pire, mais par contre, sportivement, c'est-à-dire qu'il a réussi à démanteler une équipe des Sparks où il y avait Candace Parker, Chelsea Gray, donc Neka Ogumi qui était resté, mais j'ai oublié des noms, mais c'était être aussi peu compétitif avec une équipe comme ça, c'était terrible, et être récompensé après ça, c'était fou. Alors, il jouissait d'une cote incroyable au sein de la franchise, peut-être parce que il y avait encore les liens Sparks-Lakers et il connaissait du monde chez les Lakers. Il y avait encore peut-être Magic dans l'organigramme ou je sais pas, mais c'était un piston incroyable et ça a jamais été un bon coach en WNBA en tout cas. Et Onyx, c'était un pantin de Phil Jackson. Il essayait d'exécuter le triangle, ce qui a été très compliqué, ce qui a été un désastre même, et il n'a pas survécu. Mais en tout cas en WNBA, c'était une catastrophe et il a jamais plus eu de responsabilité derrière. Je sais même pas ce que fait Derek Fisher aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il ne coache plus à ma connaissance, ou peut-être des équipes de lycée, je sais pas. Il n'est pas consultant non plus apparemment. Faudrait que je regarde. Tiens, en direct, je vais googliser ou googler, je sais pas quel verbe vous utilisez. Derek Fisher. Bon après, il a pas besoin il a pas besoin de job pour vivre, hein. A priori, ça va. Faut pas lui confier d'enfant non plus. Il coach une équipe au lycée de filles. Eh ben, je savais pas, tiens. Je savais pas. Alors, Derek Fisher, né en Arkansas. C'est quoi cette équipe de filles? Parce que là, sur Wikipédia, ça s'arrête aux Los Angeles Sparks. Je regarde. Coaching record. New York Knicks. Crespi Carmelite High School à Encino. Depuis août 2023. Mais écoute, j'espère que c'est vrai. Il a peut-être été viré depuis. Salut Miguel, comment ça va? Comment ça va dans le Grand Nord? Alors on a cru qu'Mbappé c'était le GOAT, mais en vrai, est-ce que ce n'est pas plutôt Bradley Beal? Alors la comparaison, je ne la comprends pas forcément, mais si tu veux que j'évacue ma frustration sur les performances de Kylian Mbappé, pas de problème, hein, ça fait un bon bout de temps que je trouve qu'il s'est dénaturé totalement alors qu'il avait tout
pour être un joueur exaltant. Je m'emmerde quand je vois jouer Mbappé assez clairement, même au PSG c'était le cas. Alors, il y a des flashs de génie qu'on a pu voir, mais à un niveau, c'était surtout en Ligue 1, et là avec l'équipe de France, bah bon, il a peut-être des circonstances, hein, je sais pas, physique, mental, il n'y a pas de souci, mais insupportable. Insupportable parce que, je sais pas, il veut plus jouer comme il le faisait avant, sur sa vitesse, sur sa présence dans la surface. Enfin, là, c'est que du décrochage, il se prend pour un 9,5. Il veut montrer qu'il est dans de la même caste que certains autres grands joueurs. Enfin bon, c'est un point de vue personnel. Je dis pas que c'est pas un grand joueur, c'est un grand joueur, mais il a du mal là. Dernière compète de Dédé, bah personnellement je l'espère, et ça fait pas mal de temps que je l'espère, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Salut Aaron Sly. C'est fou quand même, vous avez mis un but de plein jeu au moins pour une fois, comme quoi fallait garder vos principes. Ouais, ouais, je me suis dit, je commençais à prendre des sports pendant le match, hein, quand j'ai vu qu'ils avaient marqué sur une action de jeu. Mais non, il n'y a quasiment pas eu d'action après dans le match, hein. Dans le Grand Nord, on crève de chaud, 29 degrés à l'intérieur de la maison, j'en peux plus. Eh ben, bah tu vois, j'aurais pas deviné qu'il faisait 29 degrés à Vancouver. Incroyable. Il est pas cramax sur ses qualités, ce serait fou d'avoir perdu ta vitesse à 25 ans. Je pense que c'est mental, hein. Mentalement, c'était compliqué la saison au PSG là. Entre les je pars pas, terrible. Salut Pat Lime, bonsoir. Une première pour moi sur Twitch après les podcasts et les MOOC que j'adore, Spurs et Defense en ce moment. Un petit mot sur le deuxième match de prépa des JO. Alors, vu que j'avais pas vu le premier, j'étais intéressé par le deuxième, et c'était, bah, on a vu des Allemands beaucoup plus intéressants et fidèles à ce qu'ils nous avaient proposé au mondial. Pour les Bleus, comme je le disais ce matin dans le CQFR, je sais pas si tu l'as écouté, mais je suis pas très inquiet parce que, enfin, au final, l'identité défensive que Collet veut développer, elle sera là. Là, il y a toujours pas, faut pas s'attendre à des miracles en attaque. On sait sur quoi l'équipe de France va s'appuyer. Et j'aimerais un peu plus de création, d'impact des extérieurs, que le jeu soit pas tourné que vers Victor, mais je pense qu'on se dirige quand même vers ça. Donc les matchs de prépa, comme dit Gis, ne servent pas à grand chose, enfin ne servent pas à tirer des conclusions. C'était un adversaire très solide, c'est les champions du monde quand même. Il y a des joueurs chez nous qui sont en rodage, qui sont en recherche de rythme, de temps de jeu, de- d'automatisme aussi. Voilà, faut se faire à l'idée. Je pense que l'équipe sera compétitive. On va pas revivre ce qu'on a vécu à la Coupe du Monde. Je le souhaite pas parce que c'était tellement désastreux, tellement décevant que j'y crois pas. Mais on va pas, enfin l'équipe va pas être transformée. C'est oui, Collet, Deschamps, même combat. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, je dis ça alors que j'aime bien Vincent Collet, hein, j'ai pas de problème avec Vincent Collet, mais voilà, on sait qu'il y a pas, la France s'appuie pas sur une institution de jeu qui passe par la formation, par un style de jeu qu'on retrouve dans toutes les catégories d'âge, comme l'Espagne par exemple. Je parlais même pas en foot, hein, mais même au basket, on le voit dans les catégories de jeunes. La France mise beaucoup sur les qualités individuelles, l'impact physique, la défense, ce qui est très bien, hein, mais voilà, parfois ça a ses limites aussi. On encense les joueurs en permanence, après on s'étonne qu'ils deviennent insupportables. Ouais. Oui, mais oui, t'as raison. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça? Je sais pas si c'est les louanges qui ont fait changer Mbappé de style de jeu, mais peut-être que ça y participe. Salut Dexter, plaisir d'être sur un stream en direct. Bah, si c'est ta première fois, bienvenue à toi. Ravi de t'accueillir. Tu n'as pas la chance d'avoir Antoine Pimel, le grand Antoine Pimel, avec nous ce soir, qui est absent quelques jours pour un petit souci perso, mais il nous reviendra très vite comme à chaque fois. Le premier but espagnol est magnifique. Bah oui, il y a mal 16 ans, oui. Enfin, bientôt 17. Un petit lâche un caramel en lucarne opposée. Qu'est-ce que tu veux dire? Côté gauche ce soir, je préfère Varouček à Mbappé. Alors, Jasmine, je suis fan total de ta référence, que personne quasiment ici n'aura, à part deux ou trois. Mais l'ailier gauche tchèque, un gros flop de l'OM dans les années 2000. Il jouait dans l'équipe où il y avait Drogba, 2004. Très belle ref. Il a commencé jeune, évolution à la Henry peut-être. Ouais, peut-être, sauf qu'il veut toujours pas jouer sur un côté, alors qu'Henry il est passé dans l'axe après. Il a d'abord joué sur un côté à Monaco, à la Juve et un peu Arsenal pour se recentrer ensuite. Mbappé veut toujours pas jouer comme un attaquant de surface. Donc je sais pas si l'évolution. Pas encore écouté, pas encore sur Deezer. Mais Théo m'a dit qu'il y avait des soucis sur Deezer, c'est la plateforme sur laquelle on a des soucis pour poster. Donc désolé pour ça. On essaie de régler ça avec le partenaire
qui nous permet de poster sur les versions audio, mais on va essayer de régler ça. Et n'hésite pas à écouter sur d'autres plateformes, hein, c'est sur tout le reste. Tu peux regarder sur YouTube, tu peux aussi, il y a sur Apple Podcast et compagnie, je pense. N'hésite pas, en attendant que ce soit réglé. La prépa sert à rien. Salut Majouk. Faut regarder les U20 féminines espagnoles. Bah, pareil, académie de jeu. Hein. Académie de jeu. En regardant les compètes de jeunes, tu t'en aperçois et pas que, enfin que ce soit au basket, au foot, il y a sont formés très tôt. Il y a une cohérence, quoi. Donc ça se voit et ça paye pas tout le temps, mais ça paye et tu sais à quoi t'attendre et tu sais que les joueurs sont à peu près interchangeables. Avec parfois t'as des talents qui sortent du lot hein, en Espagne, mais globalement ils sont tous prêts à jouer avec un certain style. Benzema faisait un peu la même chose à décrocher en permanence. Ouais, mais Benzema avait les qualités pour et très très tôt dans sa carrière déjà. C'est pas un joueur qui s'est d'abord appuyé sur sa vitesse. Benzema, c'est beaucoup de technique et de flair, de précision. Plus que de la vitesse. Mbappé, c'était quand même beaucoup la vitesse d'exécution, la vitesse de course. Je dis pas qu'il était maladroit, qu'il savait pas dribbler ou quoi, mais c'était quand même pas ses meilleurs atouts. Salut Robert. Mbappé cette saison, il a plus joué en pénétration de la nuit parisienne que sur le terrain. Désolé pour le côté perso, mais parfois une hygiène de vie compliquée complique les performances. Alors j'ai pas eu vent de ça. Je pensais qu'il était plutôt sérieux en termes de sortie. Ce qui a été compliqué, c'est le fait c'est tout cet imbroglio depuis 2-3 ans autour du fait de partir ou pas. Hein. Parfois on voit ça en NBA aussi. Il y a des joueurs dont on sait que la fin de contrat approche ou dont on sait qu'ils ont demandé un trade et qu'ils sont pas tradés, ils sont mécontents, ça pourrit un peu l'ambiance. Parfois ils sont encore très très performants. Parfois moins. Mbappé, il a été performant statistiquement, mais ça a été compliqué sur le plan psychologique. Hein. Alors pour lui, ouais, mais pour tous les autres autour, pour l'environnement du club, pour la performance du club même si Paris a été relativement loin en Ligue des Champions. J'ai vu une partie du match hier soir entre la France et l'Allemagne. Qu'est-ce que t'en as pensé, Majouk? On en parlait un petit peu. On se disait qu'il fallait pas tirer trop de conclusions parce que c'était un match de préparation, au même titre que sur le premier match de préparation où la France avait largement battu l'Allemagne, mais il n'y avait pas les Wagner. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup quand même. Basket session, pas football session. Désolé Kilvichus, on est dans la foulée, dans la sortie d'un match de l'Euro où je sais que pas mal de personnes ici l'ont regardé. Donc, puis parfois il y a des analogies qui sont intéressantes aussi. Hein. Mais oui, promis, on va pas dériver tout le temps sur le foot. D'habitude on le fait quand il y a Antoine, mais là je suis tout seul donc. Salut Jokol. Et oui, on est multisport après une late session, ça peut aussi. On est tous plus ou moins fans de sport, de plusieurs sports. Flo, je voyais que tu voulais nous parler de badminton, même n'hésite pas à nous instruire sur le badminton alors que les Jeux Olympiques vont commencer et qu'on sait que c'est un sport important dans plein de continents autres ailleurs qu'en Europe d'ailleurs. Même si le numéro 1 mondial, si je ne dis pas de bêtises, est européen. On aime les pongistes absolument. Je sais pas si vous étiez là ce jour où les pongistes ont débarqué grâce à un raid et on a cru avec Antoine que c'était un fidèle de la late qui les avait rameutés et ils étaient tombés là totalement par hasard. C'était assez incroyable. Figure-toi que j'ai moins suivi depuis quelques semaines. Ah, ça va pas, Flo, là. Et si Lamine Yamal faisait revivre le football? Ouais, je sais pas. Faut voir aussi parce qu'il perce très très tôt et derrière l'enchaînement il est pas simple, mais oui, il est incroyable. Majouk, donc tu nous dis, j'ai vu beaucoup de précipitations de la part des Français dans les phases de contre et un manque d'efficacité par moment. Alors par manque d'efficacité, si tu entends les lancers francs, c'est clair que c'était désastreux. Ils ont manqué 11 lancers, donc dans un match que tu perds de 5 points, c'est forcément un facteur majeur. Et dans un match de préparation, c'est pas anormal qu'il n'y ait pas beaucoup d'efficacité dans un premier temps, surtout contre une équipe qui défend quand même assez fort comme l'Allemagne. C'est pas ça que je retiendrai. Moi, c'est toujours ce qui me dérange toujours un peu avec cette équipe de France-là, c'est quand il n'y a plus de circulation, que c'est un peu sclérosé et qu'on en passe par des exploits individuels, que ce soit Yabusele quand il est bien, Evan Fournier quand il est bien, Nando quand il est bien. Alors, pas tous au même moment, hein, on l'a vu sur le dernier mondial, mais moi, c'est surtout la circulation de balles qui me gêne. Quand tu vois d'autres équipes qui font bien bouger, je trouve que on voit la différence quand même. On va se féliciter que la porte et le Normand soient en demi. Non, ça va, ça ira, merci. Je pensais au lancer franc, ouais, Majouk, c'est ça, je me doutais. Quel est le niveau du Japon ou du Brésil pour les JO? Yawata qui vient de se marier avec une Brésilienne. Félicitations à toi, Yawata.
Peut-être que tu peux nous en dire un peu sur le Brésil. J'avoue que le Brésil, c'est l'équipe que je connais le moins, je pense, de notre poule. Dans un passé récent, je les ai pas trop vus. J'ai pas mal vu le Japon, l'Allemagne forcément, mais c'est une bonne question du coup sur le niveau des adversaires. Le Japon, ça va se bagarrer, hein, ça va, ça va jouer vite. Ça peut paraître un peu cliché, mais il y a des bons joueurs aussi. Il y aura Watanabe, euh, Yuta, son prénom, et d'autres joueurs habitués de la sélection. Ça va être, ce sera pas une partie de plaisir. Et le Brésil, j'imagine que c'est pas cadeau non plus, ouais. J'imagine que c'est pas cadeau. Donc il y a quoi, Caboclo, j'ai vu qu'il y avait, comment s'appelle celui des Warriors? Guy Santos. Faudrait que je regarde leur sélection, j'ai pas regardé l'effectif, mais et Guy Santos, ouais, c'est ça. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres joueurs un peu référencés et costauds dans l'équipe. Les sélections des équipes de France hommes et femmes en 5 et 3-3 sont sorties. Mouillez-vous combien de médailles ou de diplômes olympiques top 8 sur ces 4 équipes? Top 8? Oh bah, je pense que tout le monde va finir dans le top 8, non, quand même. J'ose imaginer après pour les médailles. Je pense que. Oh là là, c'est dur. Je crois en une médaille pour les deux, mais je crois pas à la victoire pour. Enfin, je crois à la victoire pour personne, en fait. Je crois à la victoire pour personne. Même en 3-3, je pense que l'or, ce sera compliqué. Les Américaines sont un peu plus diminuées que ce qu'elles avaient prévu, malheureusement, avec la blessure de Cameron Brink notamment, mais ça va être compliqué. Chez les filles, la médaille d'or, c'est pour Team USA, et chez les gars, je fais partie des gens qui pensent que Team USA, elle a cette équipe-là, même si c'est la plus clinquante et pas la meilleure possible sur le papier dans une compétition FIBA, je pense que c'est encore trop au-dessus. Mais bon. Une médaille pour toi, Gis, 3-3 féminin. Ah ouais, pas 0 pour les gars et les filles en 5-5, peut-être. Bon, c'est une vision peut-être plus réaliste que celle que j'ai moi, mais je pense qu'on peut quand même faire quelque chose des deux côtés. Ce qu'il manque, c'est un Francisco, un Ifi ou un Okobo. Ah, on va voir après en début de compète. Moi, j'étais très déçu de pas avoir Francisco parce que bah, je l'aime bien déjà personnellement et que je trouve qu'il s'était plutôt bien débrouillé du fiasco en Asie lors du dernier tournoi. Nadir Ifi, il a un côté feu follet qui est bien et aussi imprévisible offensivement, mais manque un peu d'expérience. Et Okobo, il est exceptionnel en championnat, enfin avec Monaco, il est vraiment très très fort. Par contre, en équipe de France, je suis toujours resté un peu sur ma faim, donc et voilà, je trouve pas que ce soit un scandale. Strazel a un profil un peu différent, pourquoi pas. Dommage de prendre De Colo et Fournier, qui n'ont plus les mêmes qualités de création, et virer tous les autres profils. Ça, on en jugera une fois en situation. J'ai du mal à être catégorique avec ces deux-là. Ils ont tellement apporté l'un et l'autre. Enfin, Nando, c'est Nando. Evan Fournier, je pense qu'il est capable de, sur les nerfs, de faire une bonne compète aussi. Peut-être qu'après coup, on se dira que c'était la compète de trop. Effectivement, on ne sait pas. La défense moins solide et les frères Wagner ont mis de la force à l'intérieur, ça a été plus dur, alors que, et j'ai perdu le commentaire, les frères Wagner, c'était a priori notre point fort, ouais. Bah, grosse défense, les Allemands. Ils vont encore le montrer au JO, je pense. Euh, les gars, je pense que c'est derrière le Canada, Team USA et l'Australie à minima. Ouais, juste après le fait que l'Australie et le Canada déjà soient dans la même poule, c'est pas mal pour nous quand même. C'est le groupe de la mort Australie, Canada, Grèce, Espagne quand même. Donc ça fait beaucoup d'équipes de très très haut niveau, mais je pense quand même que les Bleus peuvent faire un truc. Je suis assez rassuré par Collet, je trouve que c'est pas trop dégueu. Grosse défense à coup sûr. Tu parles de la qualité de jeu, Robert? T'es pas déçu, enfin t'es rassuré par ce que t'as vu en termes de qualité de jeu et sur les individualités, tout ça? Parce que ça, bon, sur la défense, sur les quelques minutes où on a vu Wembanyama et Gobert ensemble, bah, défensivement, c'est invraisemblable. Offensivement, Victor, il apportait déjà un tas de choses et Rudy est plus utile quand il y a Victor sur le terrain en attaque. Oui, il y a des choses qui sont rassurantes sur ce qu'on a vu sur le premier match. Après, est-ce que ça va suffire? Les autres équipes, elles viennent quand même sacrément armées, hein. Franchement. Ouais, t'avais pas vu les groupes, Gis, ouais. C'est groupe de la mort. À côté de ça, les États-Unis, c'est donc ils jouent la Serbie avec Jokic, Porto Rico et le Sud-Soudan, je crois. Mais ce groupe A là, ce groupe A avec l'Australie, le Canada, l'Espagne et la Grèce. L'Espagne qui est toujours redoutable, la Grèce avec Yanis, c'est redoutable, hein.
Mon pronostic pour le groupe de la mort. Donc j'ai dit quoi? Australie, Canada. Australie, j'aime bien leur équipe. J'ai vu la liste, elle me plaît bien. Je pense que je vois le Canada sortir à coup sûr. L'Espagne est peut-être dans une période de transition, mais il faut toujours s'en méfier. Et la Grèce, là, dans les compétitions internationales avec Yanis, ça s'est rarement bien passé. Hmm. Allez, je vais dire Canada, Canada et Australie. Les Australiens, ils viennent avec 8 joueurs NBA aussi. Ça me semble assez solide. L'Espagne, vu que c'est de la transition, une période de transition, je pense que ce sera peut-être pas l'année pour eux, mais bon, il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a Rudy Fernandez dedans aussi, mais il y a aussi une équipe qui est entre deux générations, je pense. Ouais, vous voyez aussi le Canada et l'Australie. Ouais, ouais, ça me paraît logique. Le Canada, on a vu que c'était déjà très impressionnant et là, l'effectif va être. Bah, faudrait que je regarde l'effectif du Canada, mais c'est quasiment le même que pour le mondial avec quelques renforts en plus. Je pense il y a des arguments pour ne serait-ce qu'atteindre la finale déjà. Je pense les Canadiens seront là, hein. On peut faire une Deschamps verrouillée et espérer. C'est un peu l'idée, je pense, hein. L'idée, c'est énorme défense et après, espérer qu'offensivement, ça clique. Est-ce qu'il y a des meilleurs troisièmes? C'est une bonne question. C'est que j'ai pas regardé les tableaux du tournoi. Attendez, je vais vous dire ça en direct, sauf si vous avez la réponse. Mais basketball, Olympics. Voilà, j'ai le truc. Paul Reed signe à Détroit. Détroit, ils font des signatures de mecs qui sont censés, qui pourraient apporter à d'autres, à des équipes plus ambitieuses. Mais bon, pourquoi pas, hein. Les deux meilleurs troisièmes passent. Ok, merci Joe Cole. Merci Joe Cole. Donc, est-ce que du coup l'une des équipes du groupe de la mort peut passer, vu qu'il y a que trois groupes? Ouais, ouais. Donc, faut voir avec quel groupe on croise aussi après. Ça, je sais pas. J'essaie de regarder en direct, hein, mais est-ce qu'on sait déjà avec quel groupe on croise? Parce que là, il y a trois groupes. F1, E1, nous on est dans le groupe. Donc le groupe de la mort, c'est le groupe A. Je sais pas comment ils font après. Bref, écoutez, on verra sur les quarts de finale. A3 contre B3. D'accord. Ok. C'est pas effectivement pas sûr que ce soit dans le troisième. Tu peux être le con en quatrième en jouant dans un groupe aussi difficile. Effectivement. Et ouais, et du coup, j'essaie de voir avec quoi ça croise, parce que je comprends pas tout avec ça devient E1, F1, D1, je capte pas trop ça. J'arrive pas à savoir à qui on croise. Bon, faut déjà sortir du groupe. A priori, Allemagne, Japon et Brésil. Je pense que ça va sortir du groupe quand même. Faut voir en quelle position. Le troisième du groupe de la mort ne va pas forcément faire de meilleurs résultats qu'un troisième d'une poule moins forte. Oui, ça veut absolument rien dire. Puis on peut avoir des surprises aussi quand même avec un niveau aussi. Le niveau il est quand même très homogène, même si le Canada semble un cran devant. Ça peut se neutraliser, ouais. Ça peut se neutraliser. Il y a des équipes que vous voyez qui. Est-ce que déjà on peut revenir sur Team USA parce que là on les a vus un peu. On a vu le début de leur préparation. Vous faites partie de ceux qui pensent que c'est une équipe intouchable ou est-ce qu'ils sont capables d'être mis en difficulté, que ce soit par la France, par le Canada, l'Australie, les autres nations européennes? Est-ce que vous sentez qu'il y a une marge de manœuvre pour Team USA ou pas du tout? Moi, j'étais un peu seul. Enfin, Antoine est persuadé qu'ils sont prenables, qu'ils vont gagner, mais qu'ils sont prenables. Euh, Moi, j'ai l'impression que même s'ils sont âgés, si certains sont âgés, comme LeBron, même Curry, KD, le fait qu'ils puissent se relayer, ça me paraît quand même, ça me paraît compliqué, quoi. Gis, tu sens bien le Canada, bien coaché par Jordi Fernandez, du coup. Qui sera le meilleur score de Team USA selon toi? Par habitude, je vais dire Kevin Durant sur les compétitions FIBA. Franchement, il est injouable. Il est injouable. Après, Anthony Edwards arrive et dit je pense toujours pouvoir être la première option, comme s'il n'avait pas fait une compète où ils étaient sortis un peu prématurément. Bon, c'était pas de sa faute, hein, il a fait ce qu'il a pu, mais Joel Embiid, ouais. Joel Embiid, ouais, théoriquement, il peut dominer. Après, il a jamais joué en FIBA non plus, Embiid. Il va devoir s'habituer un peu. Il a dit il a dit qu'il serait aussi dominant que d'habitude et que ça lui poserait pas de problème, donc j'attends de voir.
Mais pour une fois, Team USA va venir sur une compète comme ça avec un vrai pivot. Ça fait pas mal d'années que ça n'a pas été le cas. Parce que même quand il y avait Anthony Davis, qui sera d'ailleurs à nouveau là, on sait qu'il est pas trop fan de jouer poste 5. Bam Adebayo, il est là et c'est un très très bon intérieur, mais c'est pas le 5 à l'ancienne, quoi. Embiid, c'est plus, ça ressemble plus à ça, et je pense qu'il il les rend trop forts, en fait. AD, Bam, Embiid, c'est costaud. Ouais, c'est très costaud. Défensivement, ils ont joué au Holiday aussi. Enfin, ils ont pas pris du full attaque, hein. Ils peuvent faire plein de line-up différents. Ils peuvent faire du full attaque avec les mecs qui sont pas fans de défense, type Haliburton, qu'ils ont pris d'autres, Devin Booker. Enfin, c'est très très offensif. Mais quand il faudra défendre fort contre des équipes fortes, justement, comme le Canada, l'Australie, la France, enfin, quasiment que des équipes fortes de toute façon, mais il y a Kawhi, j'ai oublié Kawhi. Il y a Kawhi, faut voir dans quelle équipe, dans quelle forme il sera, mais défensivement, ils peuvent faire, si les mecs sont impliqués, ils peuvent faire des line-up de fou, hein, avec Jrue Holiday, Kawhi, bon, même KD quand il veut défensivement c'est fort, Adebayo, Anthony Davis, Joel Embiid, tu peux verrouiller. Ça reste du basket FIBA, il y en a qui ne maîtrisent pas tous les paramètres. Vous avez raison de souligner que Steve Kerr a pas pour le moment pas montré beaucoup d'aptitude dans le jeu FIBA, ou en tout cas de capacité d'adaptation. Mais là, je pense qu'ils sont quand même au-dessus. Ils n'ont pas pris un universitaire ou un rookie pour les JO cette année. Non, c'est vrai que d'habitude, traditionnellement, ils avaient pris Leitner, ils avaient pris Anthony Davis. Là, c'est juste dans la select team, ils ont pris Cooper Flagg, qui a été excellent dans le premier match d'entraînement. Là. Il y a des images qu'on tournait, je ne sais pas si vous les avez vues. Walker Kessler, merci Robler. Walker Kessler qui avait fait la dernière compétition. Mais ouais, le match, le Team USA a battu la select team d'1 point et Cooper Flagg s'est quand même bien montré. Beau spécimen celui-là, mais là, non, dans la liste définitive, y a pas. Si vous n'êtes pas au courant, je peux vous ressortir la liste poste par poste. Mais en gros, de toute façon, ça a été construit autour de LeBron, Curry, KD. Et après, ils ont construit petit à petit. Je vous retrouve ça. J'avais fait un petit article. 2-1, 2-1, 2-1. J'ai pas suivi. C'est quoi, c'est le score? Ah oui, d'accord. On me demande le score, j'avais pas vu. Le roster, je vous le redonne si vous ne l'aviez pas. Donc là, c'est pas classé par poste, mais je peux vous le faire par poste. Sur les meneurs arrière, il y a Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Devin Booker, Stephen Curry. Bon, Anthony Edwards, c'est un 2/3, donc je sais pas si on peut le compter là-dedans. Après, dans les ailiers, LeBron James, Kevin Durant, donc on peut mettre Edwards, Jason Tatum, Kawhi Leonard. Et les intérieurs, Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo. Et c'est tout. C'est déjà très bien. La communauté Twitch espagnole est importante? Ben, j'en savais rien du tout. Je savais pas qu'ils étaient. Si, c'était pas fait des trucs, des défis de Pixel War avec les Espagnols, là? C'était pas ça? J'ai suivi très très loin, j'y connais rien, mais la commu espagnole attendra qu'on digère la demi. Bah ouais, ils viennent sur un truc de basket, là. Il n'y a pas marqué live de foot débrief de la défaite des Bleus contre l'Espagne. Bref, je sais plus ce qu'on disait, on parlait de l'équipe de Team USA, ouais, où je disais quand même que je pensais qu'ils avaient une nette marge de manœuvre quand même sur les autres équipes, même si dans un monde où il n'y a pas où il y a pas les États-Unis, c'est qui pour vous l'équipe la plus forte? L'équipe la plus forte là dans ces poules, est-ce que c'est la France parce qu'il y a Wembanyama? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est j'allais dire l'Australie? Je pense pas que l'Australie soit la deuxième meilleure équipe, mais c'est une équipe chiante. Canada, ouais. Et les Allemands sont champions du monde quand même. Les Allemands sont champions du monde, tout le monde est là. Est-ce que les Allemands, ils vont pouvoir, alors peut-être pas répéter, mais est-ce qu'ils vont pouvoir être aussi menaçants et aussi impressionnants qu'ils l'ont été sur la Coupe du Monde? C'est une vraie question, ça. Ah, encore un Espagnol ou Mister Poops? Ouais, Canada, vous êtes d'accord. C'est marrant, Flo, absolument personne ne parle de la Serbie. Personne ne parle de la Serbie, alors qu'il y a Jokic, que le reste de l'équipe est quand même pas mal. C'est
Est-ce qu'on s'est habitué à ce qu'ils soient moins forts dans les compètes depuis la finale du mondial qu'ils avaient faite contre Team USA? C'est peut-être ça. Là, ça marche pas la Serbie avec Jokic. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi, Gis, pour que voilà, ou Flo, pour que avec Jokic ça fonctionne? Est-ce que est-ce qu'il doit moins jouer? Est-ce qu'il doit jouer dans un rôle différent de ce qu'il a avec Denver? Ça matche pas avec les autres et un vrai meneur. Ouais, alors faudrait mettre deux arrières et lui laisser autant de liberté qu'à Denver, qu'il soit un point forward. Faut voir s'ils sont capables de jouer autrement comme en All-Star Game, les Ricains. Moi, je pense qu'ils sont capables, hein. Enfin, faut voir. Là, il y a quand même du beau monde, hein. Je pense je pense que c'est hyper particulier de jouer avec Jokic. Finalement, Denver a mis 5-6 ans pour y arriver. Ouais, est-ce qu'ils y sont quand même arrivés parce que il y a la fameuse fenêtre de l'opportunité qui s'était un peu envolée quand Murray s'était blessé, mais je trouve que depuis que Jokic est en mode MVP, ils arrivent quand même bien à l'utiliser, je trouve. Là, l'année dernière, on avait vu la version optimale et ça jouait incroyablement bien avec Jokic qui était divin. Et ouais, le fait qu'ils n'ont pas le temps de travailler, c'est pas des joueurs qui jouent tous ensemble avec Jokic. Jokic est en NBA, c'est peut-être ouais, c'est peut-être pas facile, c'est vrai. C'est quand même dommage que un joueur comme ça de pas réussir à l'exploiter pleinement en basket FIBA, c'est presque triste. Il est là depuis 2014. Après, lui-même, c'était pas un produit fini en 2014, hein, quand il est arrivé après. Il est drafté en 2014, mais il vient pas tout de suite, hein, il vient un an ou deux après, je crois. Il a mis du temps, mais ça a payé. Les Serbes, collectivement, dans leur jeu de base, je les trouve mieux sans lui, ouais. On s'était fait la réflexion, c'est vrai. J'aimerais bien qu'ils arrivent à trouver un truc pour être performants avec lui. Enfin, ce serait énorme. Puis il y a quand même des beaux joueurs en Serbie. Pareil, j'ai pas la liste. Je vais essayer de trouver la liste serbe. Si vous avez ça sur les joueurs, je suis pas sûr il y a encore Teodosic et tout ça. Serbia, basketball, Olympics. Je google en même temps. Serbia at the 2024 Summer Olympics. Basketball. Je suis pas sûr qu'il y ait le roster. Ah bah si. Ah, ils ont un roster de 16 qu'ils ont annoncé. Je sais pas qu'ils ont coupé ou pas, mais il y avait Micic, Pokusevski, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic, Nikola Jokic, Marko Guduric, Ognjen Dobric, Filip Petrusev, Nikola Milutinov, Dusan Restic, Vanja Marinkovic, Alexa Avramovic qui avait été excellent lors de la dernière compétition avec la Serbie, Ognan Yaramas, Dejan Davidovac, Uros Plavsic, Alexa Radanov. Je ne connais absolument pas tous les derniers, mais parce que je ne suis pas assez le basket européen, ça c'est de ma faute. Mais il n'y a pas de Teodosic donc, et il y a quand même une base avec quelques joueurs NBA, mine de rien, avec Jovic, Jokic, Bogdanovic. Pokusevski, je ne sais pas s'il est dans la liste définitive. Micic, en Europe, il était phénoménal avant d'aller en NBA. Il est plutôt discret, même si à Charlotte, je pense qu'il aura plus d'opportunités qu'à OKC. Sur le papier, l'équipe elle est pas mal, hein. Petrouzev c'est pas mal, s'il y est toutefois. Encore une fois, prudence. Avramovic que j'avais beaucoup aimé sur la dernière compète. Milutinov c'est un habitué. Ça peut être pas mal, hein. Et avec les joueurs que je connais pas bien, c'est peut-être que l'équipe elle est mieux armée que prévu. Et dans le groupe, ils vont sortir du groupe parce que, enfin, sauf surprise, il y a Porto Rico et le Sud-Soudan qui défendront chèrement leur peau. Mais les Serbes, les Serbes devraient passer avec Team USA et avancer dans le tournoi, ouais. Et Bogdanovic est toujours très fort en FIBA, tu fais bien de le préciser, Robler. Ils ont plein de joueurs forts en FIBA, hein. Et là, dans les équipes européennes qui se pointent au JO, il y a plein de joueurs qui sont aussi forts en FIBA et qui ne sont pas les stars de l'équipe. Salut Castella. J'étais agréablement surpris de voir un Américain naturalisé dans la sélection croate. Alors c'était qui? C'était qui? Parce que j'ai honteusement zappé les TQO, à part je me suis fait un petit replay de Slovénie-Grèce. Et après j'ai vu des highlights des matchs, mais alors c'est qui le croate? Basketball, je fais la même chose, Basketball Croatia Olympics. Si t'as son nom, je veux bien. Jalin Smith, ok. Ok. C'est toujours dommage quand des fortes nations de basket comme ça vont en dehors de leur vivier pour prendre des Américains. C'est un débat interminable, hein, mais voilà, moi, ma position, c'est que quand t'es une nation assez forte et que t'as un vivier assez fort, tu devrais pas avoir
besoin de recourir. Bien sûr que 1 sur 12 ça change pas la face de l'équipe, J5, je suis d'accord. C'était comme l'Espagne aurait peut-être même gagné sans Lorenzo Brown, la Slovénie sans Anthony Randolph, je sais pas, ça peut faire des différences, mais voilà, juste moi je trouve que évidemment si t'es un tout petit pays et que ça peut te faire progresser et tout ça, ça aide au développement de l'équipe, je trouve ça bien, mais quand t'es l'Espagne, la Croatie, la France, bon les États-Unis n'en parlons pas, mais c'est bon. Après Embiid t'es quand même plus américain que français avec les années, hein, mais le pic des Spurs, non, le pic des Spurs ne joue pas. C'est Juan Núñez. J'ai vu qu'il avait été écarté de la liste définitive. Il me semble qu'il est pas là. Je veux pas te dire de bêtises, Arnaud, mais je crois que c'est ça. Et oui, moi c'est bon. J'ai une position un peu conservatrice là-dessus, mais merci Claire Sainte pour le follow. Voilà. Et puis il y a une différence entre un joueur qui a comme Embiid qui a passé une énorme partie de sa vie dans un pays, aux États-Unis, et qui prend la nationalité. À la limite, même Mike James, bon, je sais pas quel est son niveau de français par exemple, mais ça fait quelques années qu'il joue en France, j'aurais été un peu moins choqué. C'est quand des nations prennent des mecs qui n'ont jamais joué dans leur pays juste parce qu'ils sont dispo et qu'ils ont un spot prévu pour les naturaliser, c'est toujours un peu problématique. Moi, quand il y a même un petit lien avec le pays, ça me va presque. Quand il y a zéro lien et que c'est vraiment de complaisance, surtout quand c'est un pays avec un fort vivier comme l'Espagne ou la Croatie, j'aime pas trop. Mike James aurait été beau sportivement, bah oui, il est très très fort, meilleur MVP de l'Euroleague cette année, non? Durant la saison avant les playoffs. Embiid a été formé aux US en plus, oui. Bah oui, il est arrivé au lycée, et puis après, fac de Kansas. Et le lien avec la France, pareil, il me gênait. Il me gêne pas, il vient d'un pays francophone, il parle français. Mais je veux dire, il a jamais vécu en France, ou il a de la famille, mais c'est pas. Je trouvais pas le lien évident, quoi. Alors c'est sûr que à partir du moment où les joueurs sont là, je dirais Embiid aurait joué avec l'équipe de France, j'aurais été. Une fois qu'il était là, j'aurais arrêté de parler de ça, et Mike James, c'est pareil. Mais pour des joueurs comme le Croate là que je connais pas du tout, enfin l'Américain croate, je serais surpris qu'il y ait vraiment un lien. Terry Tarpey, il y a un lien quand même, il y a un fort lien. Bon joueur de la SIG, ok. Ah, pour Crawford Palmer, ouais, bah, Palmer, il avait joué un paquet d'années en France et puis il parlait couramment français. Il y avait un vrai lien, quoi. C'est pour ça que je suis pas catégorique à dire non, non, s'ils sont pas nés en France ou quoi. Enfin voilà, je suis pas, je suis pas patriote. Et juste un petit lien, c'est sympa quand même. Tu vois, même si c'est un Croate ou un Macédonien, s'il a fait une saison ou deux dans un club là-bas, qui connaît un peu la culture, qui débarque pas. Je dis ça, ça va aussi chez les filles où il y a pas mal de choses comme ça. Bon alors parfois ça aide au développement du basket dans un pays. Je dis c'est Flo qui est là. Vous savez que par exemple la Bosnie, je pense, tire quand même pas mal profit de la présence de John Quill Jones. Euh, la Hongrie à un moment a eu Courtney Vandersloot. Enfin c'est des joueuses qui seraient titulaires dans leur pays. Alors que ce soit les Bahamas ou les États-Unis, c'est des joueuses qui auraient pu être internationales, mais où il y avait Becky Hammon à l'époque. Becky Hammon, la coach des Aces, qui avait joué pour la Russie même, ça avait fait scandale à l'époque. Instant promotion, vous pouvez lire cet article sur Becky Hammon et son histoire, avec notamment le passage en Russie dans l'un des derniers MOOC, ça devait être le MOOC, c'était le MOOC Spurs, voilà. Dans le MOOC Spurs, il y a un article écrit par mes soins. Et Becky, c'était du conflit, ouais. C'était du conflit, mais elle avait été chagrinée de ne pas avoir été prise par les États-Unis, même pas au training camp, et du coup, elle était partie en Russie. La situation était assez tendue avec la Russie à ce moment-là sur le plan diplomatique. Peut-être pas autant que maintenant, mais ça avait fait quand même pas mal jaser. Bon, en tout cas, ouais, j'ai pas regardé les effectifs, tous les effectifs des qualifiés pour les JO. Il y a peut-être d'autres naturalisés que j'ai pas vus. Mais je jetterai un coup d'œil pour voir s'il y a quelques anomalies, quelques trucs bizarres de ce côté-là. En 2012, il y avait un débat entre Serbie et Slovaquie avec Dragicevic qui avait finalement été sélectionné par personne. Ouais, alors Serbie et Slovaquie, mais alors pourquoi? Parce il avait des origines slovaques ou juste parce que la Slovaquie lui offrait un spot et qu'il aurait peut-être plus joué qu'en Serbie toutes les histoires sont différentes après. Et comme ce que tu disais juste tout à l'heure, je suis d'accord que c'est des belles opportunités pour des joueurs
un Mike James, s'il aurait jamais joué avec Team USA, là, il aurait pu jouer une compète olympique, ça aurait été incroyable, mais, euh, mais bon, c'est pas le cas après. C'est pour ça que ça reste un truc exceptionnel, les JO aussi. Hein. Tout le monde peut pas y avoir accès. Et je sais pas si vous avez vu, mais Yanis Antetokounmpo sera porte-drapeau de la Grèce, de la délégation grecque. Enfin, co-porte-drapeau avec je sais plus qui, avec une athlète, je crois. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire que la Grèce donne son drapeau à un garçon issu de l'immigration qui a eu un parcours incroyable. Voilà. J'ai pas vu. C'est quoi? C'est un film ou c'est un film qu'ils ont fait autour de sa vie. Mais bon, je connais l'histoire, quoi. J'avais lu le bouquin sur Yanis. C'est fou qu'un gamin qui vienne des rues d'Athènes, d'une famille d'immigrés, de Nigérians, se retrouve porte-drapeau d'une délégation qui n'a pas toujours été très très. Enfin, la Grèce, ça a pas, à ma connaissance, n'a jamais été un grand pays d'accueil ou de mise en avant de gens qui n'étaient pas grecs d'origine. Donc, ça va être un très beau moment quand on voit qu'il pleurait après la qualification de la Grèce au TQO. Je pense que ça va être un beau moment d'émotion pour lui et c'est une très très belle histoire. Très très belle histoire pour Yanis. Salut Joe, comment ça va? On a plus de bots ou de trolls espagnols qui viennent nous annoncer le score. Tant mieux. D'ailleurs, dit très dispensable le film, mais c'est beau pour lui et mérité. Ouais, c'est ce que je me suis dit en fait, vu que je connaissais pas mal l'histoire, parce qu'il y a un très bon bouquin d'une fille dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Le livre sur Yanis, si quelqu'un l'a en tête, je l'avais lu, on me l'avait prêté, euh, sur son histoire. C'est Mina quelque chose, non? Parce que je vous le recommande. Mirin Fader. Yanis, The Improbable Rise of an NBA MVP. Il a peut-être été traduit en français, ça m'étonnerait pas parce qu'on a quand même des bons traducteurs. Voilà, Mirin Fader, Flo. Je sais pas s'il a été traduit, j'ai pas l'impression, mais c'est un excellent bouquin, on apprend des choses assez dingues. Euh, il y avait l'anecdote dedans je vais essayer de vous la retrouver parce qu'on en avait fait une petite news. Enfin, ça concernait Nicolas Batum parce que en fait, on lui disait d'essayer de devenir comme Nicolas Batum et il avait une réponse assez cinglante qui peut passer pour un manque de respect, mais enfin, c'était pas le cas, c'est juste qu'il est extrêmement ambitieux. Je vous relis un peu le passage de l'article qu'on avait écrit. Dans le livre de Mirin Fader sur Yanis Antetokounmpo, le nom de Nicolas Batum apparaît sans que l'on s'y attende trop et pas forcément de la manière la plus flatteuse. La date n'est pas spécifiée dans l'extrait, mais on comprend que la scène se déroule à une période où Batman est dans la forme de sa vie avec Charlotte. Ça n'a pas duré longtemps. Vraisemblablement en 2016, donc Yanis Antetokounmpo n'est pas encore MVP, pas même MIP, ni même une superstar annoncée. Donc là, il y a la déclaration. Avant le coup d'envoi d'un match à Charlotte, Josh Oppenheimer, l'un des assistants, était assis avec Yanis. Ils étaient en train de regarder s'échauffer Nicolas Batum, un ailier en train de réaliser une saison de calibre All-Star. Tu vois Batum dit Oppenheimer à Antetokounmpo. Yanis acquiesce. Regarde-le, vraiment, c'est un très bon joueur. Si tu travailles très dur, tu pourras peut-être devenir un joueur du type de Nicolas Batum. Yanis a regardé son coach, pas en fronçant les sourcils, mais avec un air surpris. Coach, si je deviens Nicolas Batum, je rentre en Grèce. Voilà, bon, alors, c'était en 2016, hein. Batum n'était pas le joueur le plus connu d'NBA non plus, même en 2016, donc Yanis visait tout simplement plus grand, et je pense pas que. Enfin, la phrase sonne comme un manque de respect, mais c'était c'était intéressant. C'était intéressant de voir comment il se projetait à ce moment-là. 2016, moi, du coup, c'est 2 ans après que je l'ai vu et je l'avais interviewé rapidement. Ça s'était pas forcément super bien passé une première fois parce il avait annulé l'interview parce qu'il était frustré de ne pas avoir joué. Mais du coup, je l'avais quand même eu après un match entre Brooklyn et Milwaukee. Il parlait déjà beaucoup moins bien anglais, il était moins sûr de lui et je le trouvais très timide et il était moins dans l'affirmation de ses ambitions. Je pense qu'à l'époque, on lui aurait dit tu peux devenir Nicolas Batum, il aurait peut-être pas dit ça comme ça, mais petit à petit, il a pris confiance et puis il est passé par des choses intéressantes avec Jason Kidd qui l'a fait jouer meneur. Puis il s'est développé athlétiquement, physiquement, c'est devenu un monstre. Donc, ouais, bon, déclat intéressant. Je vous conseille vraiment ce bouquin. Alors c'est en anglais, donc faut réussir à lire l'anglais parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une trad.
faudra demander à nos spécialistes français qui traduisent pas mal de bouquins depuis l'anglais de s'y coller parce que ça mérite. Un livre de Myrine Fader. Et le nom m'échappe à nouveau. Je vous le retrouverai. The Improbable Rise of an NBA MVP. Voilà. Moi, à partir du moment où j'avais lu ça, j'étais moins intéressé par par le film, pardon, qui est sans doute très intéressant, mais je pense que c'est quand même romancé. C'est un peu romancé avec ses frères et sa famille et tout ça. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Et quand je connais l'histoire d'un truc, j'aime pas trop quand c'est romancé. Ça vaut même pour les séries qui n'ont rien à voir avec le basket. Si j'ai déjà lu un bouquin avec une série et que c'est très très romancé et qu'ils prennent trop de liberté, j'ai du mal. Donc voilà, peut-être que je tomberai dessus un jour. Hein. Je crois qu'il est sur Disney ou Amazon peut-être. Je sais plus. Bon, bref. En tout cas, je vous conseille le bouquin. N'hésitez jamais enfin, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a tellement de super bouquins qui n'ont pas toujours été traduits, mais qui sont hyper intéressants sur l'histoire de la NBA, de certains joueurs, des trucs auxquels on pense pas. Mais par exemple, moi, j'avais adoré les bouquins de Phil Jackson avant qu'il revienne dans NBA New York, mais sur toute sa philosophie et sa façon de faire avec les joueurs. Comment il s'appelait ce bouquin un truc Seven Rings, non? Oh, j'oublie, ma mémoire me fait défaut, mais je vous redis ça. Et après, je vous embête plus avec les livres. Ah bah ça a été traduit en français. 11 titres NBA, ça s'appelle. Et en anglais, je sais plus. 11 Rings peut-être? 11 Rings, merci Simon. Merci Flo. Merci Miguel. J'avais bien aimé ce bouquin parce que là, tu rentres un peu dans le cerveau et dans la psychologie d'un coach qui a connu deux des équipes les plus marquantes de l'histoire de la récente de la NBA. Donc celui-là, je vous le conseille. De toute façon, n'hésitez pas à fouiller, taper le livre sur la NBA ou même en anglais si vous êtes à l'aise avec certains bouquins qui sont sortis et qui n'ont pas été traduits. Mais c'est fascinant et ça aide vachement surtout si on démarre un peu, si on est moins au fait de ce qui s'est passé par le passé, justement, c'est quand même très très intéressant. Je vais remonter parce qu'il y avait une question. Bonsoir à Ricoco, salut Ricoco. Je suis fan de basket et j'aimerais savoir si le League Pass c'est plus avantageux de le prendre au mois ou à l'année en termes d'argent. Je pense que c'est à l'année, hein, oui, c'est ce que tu voulais dire, Castellar, en lui répondant. C'est effectivement plus intéressant à l'année. Alors je sais qu'il y a des petits malins qui, qui grugent avec des VPN basés en Argentine et compagnie pour payer encore moins cher. Donc écoutez, hein, je pense que la NBA survivra si vous prenez un VPN et que vous leur donnez pas full argent. Il y a le League Pass WNBA qu'on recommande souvent aussi avec JC Flo ici présent qui coûte rien du tout alors que tu as accès à tous les matchs et c'est plutôt de qualité. Mais oui, là, ça vaut le coup si tu commences, si tu t'y mets. Enfin, si tu te mets au League Pass, si tu t'es jamais mis au League Pass, ouais, c'est quand même pratique. Si tu veux binger des matchs ou tu veux faire en replay le lendemain, c'est hyper pratique. Il y a aussi différents modes. Tu peux visionner en accéléré, toutes les possessions. C'est quand même pas mal. Le livre de McCallum sur la Dream Team 92, j'adore, c'est un de mes préférés parce que c'est portrait par portrait, on te raconte comment chaque joueur est arrivé dans le projet et comment il a vécu l'aventure. Il y a des scènes assez incroyables aussi. Hein. J'adore avec David Robinson qui va jouer au golf avec je sais plus Barclay, Clyde Drexler et je sais plus qui d'autre. Et pour le faire dégoupiller, ils font des jeux, enfin ils utilisent des jurons, ils font des blasphèmes parce que vous savez qu'il est très très pieux et il pète un câble et il les laisse en plein milieu de la partie. Enfin, il y a plein d'anecdotes sur la Dream Team qui sont vraiment géniales. Est-ce qu'il y a un League Pass pour les JO? J'en ai aucune idée. J'avais prévu de les regarder sur les chaînes habituelles, mais c'est possible. Hein. Est-ce qu'en France, en tout cas, un truc accessible en France qui soit pas verrouillé, est-ce que si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas. Hein. C'est relou d'ailleurs au Canada, les matchs NBA et WNBA transmis en antenne nationale sont pas dispo sur le League Pass, donc t'as pas accès à tous les matchs. Ah ouais, c'est dommage ça, c'est frustrant. Tu regardes aussi la WNBA, Miguel? On essaie de convertir tout le monde. Courtside 1981. Pour certaines compétitions, je sais que ce canal-là fonctionnait, enfin ce média-là faisait des trucs, mais je suis pas sûr qu'on y avait accès. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je m'y mets petit à petit grâce à vous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Peut-être que tu auras une équipe
Peut-être que tu auras une équipe à Vancouver un de ces jours. Là, il y en a une qui arrive à Toronto. À Toronto. Oui, il y en a une qui arrive à Toronto bientôt, donc pourquoi pas Vancouver si la ligue s'étend encore. Si tu restes à Vancouver sur le long terme, évidemment. Flo demandait pour l'ensemble des JO. Ah oui. Ouais, Courtside, c'est que pour le basket. Hmm. Oui, Toronto. On n'a pas le nom encore, hein, que je dise pas de bêtises. On a les Valkyrie Warriors avec un super design. On n'a pas encore l'équipe de Toronto avec un nom cool. On espère qu'ils vont se démarquer un petit peu des Raptors avec un design un peu différent. Le jour où il y a une team NBA qui revient, oui, ça serait cool. C'est possible. Après, je sais que, de ce qu'on m'a dit, Montréal est quand même plutôt en meilleure position pour accueillir une franchise NBA si ça revient. Ils avaient fait l'expérience avec Vancouver, avec les Grizzlies à l'époque. Ça n'avait pas été un franc succès. C'est pas un énorme marché de basket, Vancouver. C'est tellement vampirisé par le hockey. Enfin, je t'apprends rien. Je pense que tu dois voir au quotidien à quel point le hockey est important, même au Canada en règle générale. Hein, mais enfin, peut-être c'est le contraire. Hein. N'hésite pas à me dire, Miguel, si tu trouves qu'il y a quand même un énorme intérêt pour le basket là-bas. Mais de ce que je disais, Montréal est plus susceptible d'avoir à terme une franchise NBA s'il y avait déménagement ou expansion à nouveau après. Sinon, oui, comme dit Robler, ça va être Las Vegas et Seattle dans un premier temps, et il ne faut pas exclure qu'après, il y a soit des déménagements, soit même à nouveau une expansion, hein, c'est pas exclure. Il n'y a pas ça parler de Mexico City pour une première franchise à l'international, même si c'est à côté. Mais en attendant, Las Vegas et Seattle, c'est tellement évident, c'est des forts marchés. Économiquement, ça ferait plus de sens ici à Vancouver, c'est devenu très riche et beaucoup d'Asiates qui adorent le basket. Ah, bah tu vois, je savais pas qu'il y avait des communautés asiatiques en masse à Vancouver. Les seules personnes qui habitent Vancouver que je connais sont des Français. Voilà. Plus de 32, tu crois? Non, c'est pour ça que je n'étais pas sûr. Je pensais peut-être plutôt à un déménagement, je dis, avec des équipes qui sont moins rentables. Ou à un moment, Sacramento avait failli déménager plusieurs fois. New Orleans, c'est pas un marché ultra porteur pour l'instant. C'est possible qu'il y ait des déménagements aussi. Hein. Mais du coup, Miguel, ouais, alors, certes, il pourrait y avoir une franchise de basket, mais tu sens que les gens ils pensent que au hockey ou c'est pas du tout comme ça 45% de gens d'origine asiatique sur la ville de Vancouver. Ah, je savais pas du tout. Effectivement. Alors après, je veux pas non plus m'avancer, mais du coup, c'est vrai que selon les pays, et je crois pas qu'il y ait beaucoup de pays asiatiques qui soient très intéressés par le hockey, mais du coup, ouais, ça doit être pas mal tourné vers le basket plus que sur le hockey si c'est majoritairement, enfin s'il y a quasiment la moitié de la ville est d'origine asiatique, c'est fou. C'est super cosmopolite, donc ça mate le hockey que quand ça gagne. C'est quoi, c'est Vancouver Canucks, je crois. Je sais plus, à un moment je suivais bien le hockey et j'ai tout oublié. À un moment, le gâteau à partager n'est pas extensible, les proprios vont mettre un veto, ouais. Et c'est pour ça que je parlais de plus de déménagement à Castellar, je pense. On l'a déjà vu par le passé, Vancouver a déménagé, d'autres équipes l'ont fait aussi. Seattle vers Oklahoma City. Donc s'il y a d'autres équipes, je pense que ce sera un déménagement d'équipes qui sont moins rentables pour leurs proprios, qui sont pas sur un marché ultra développé. Je pense à chaque fois à Sacramento parce que même si la ville elle vibre pas mal pour le basket, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, dans les ligues majeures, il n'y a pas d'équipe à Sacramento. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Hein. Il n'y a pas d'équipe NFL ou NHL ou MLB à Sacramento. Donc c'est une ville de basket, mais je sais pas si c'est un marché ultra porteur. Ouais, les Canucks. En gros, quand Hong Kong est redevenu chinois en 1995, tous les capitaux ont traversé l'Atlantique, direction Vancouver. Donc grosse immigration, plutôt riche à ce moment-là. Eh bien, merci pour cet instant de culture. Le Canada, qui est d'ailleurs un pays de forte immigration ces dernières années, j'ai vu plein de reportages sur le fait qu'ils demandaient et réclamaient de la main-d'œuvre dans plein de domaines et qu'ils faisaient venir plein de gens d'Afrique, d'Asie, d'Europe, et que c'était assez facile de bouger là-bas. Pays très accueillant, en ce moment en tout cas. Ce qui est triste, c'est que les Pistons pourraient être dans le cas, non, mais ce serait horrible de les voir déménager. Les Pistons sont tellement insipides depuis des années que, ouais, après, est-ce que c'est une ville de sport, Détroit aussi. Hein. Eux, pour le coup, ils ont des équipes partout. C'est un gros marché. C'est un gros marché, c'est juste qu'il manque l'étincelle et il faut un retour de l'adrénaline, de l'engagement des gens. Ils ont eu une nouvelle salle, tout le monde s'en fout en fait.
parce elle est pas remplie, il n'y a pas grand monde qui va parce que l'équipe est pas en balance, mais je pense pas quand même. Historiquement, je serais surpris. Je serais surpris, je peux me tromper, mais je pense pas que Détroit serait dans le lot. Il y a des équipes qui, soit parce qu'elles sont, c'est une trop grosse ville américaine, type Atlanta par exemple, on a l'impression qu'Atlanta ça peut être considéré comme insipide, mais c'est un énorme marché Atlanta, et c'est une énorme ville, c'est une ville très importante aux États-Unis. Washington pourrait déménager, il parlait du déménagement dans la région du DMV, mais finalement ça se fait pas. Même si c'est pas un énorme marché en soi, c'est quand même la capitale, donc il y a du monde autour. Je sais pas quelle équipe pourrait bouger. Si on y réfléchissait comme ça, je sais que New Orleans est pas très, c'est pas un marché ultra porteur. C'est une ville de football, New Orleans, hein. C'est une ville de football. Il y a une grosse culture techno et un festival où j'aimerais beaucoup aller là-bas. Où ça, du coup? J'ai pas suivi, désolé. Minnesota. Minnesota, ça pourrait bouger. Minnesota, mais c'est plutôt en train de prendre de la valeur, donc. Et je crois que les nouveaux proprios. Ah, Détroit, ok. Je crois que les nouveaux proprios s'étaient engagés, enfin ceux qui étaient rentrés, c'est-à-dire Alex Rodriguez et Mark Lore, qui ont été rejoints depuis par Bloomberg, l'ancien maire de New York, qui est multimilliardaire. Ils s'étaient engagés auprès de Glenn Rice à ne pas déménager la franchise, ni les Timberwolves, ni les Lynx en WNBA. Pas sûr que ça bouge tout de suite. Par contre, comme dit Gis à juste titre, c'est un petit marché. C'est un marché où il y a aussi il y a les Vikings. Il y a une équipe de baseball aussi. C'est quoi les Twins? C'est où ça? C'est baseball les Twins. Et il y a hockey aussi. Les Arizona Coyotes qui perdaient énormément d'argent viennent de déménager à Utah. Ah ouais, à Salt Lake City du coup. Putain, je savais pas. Non mais t'as raison, faut pas bouger les Lynx, ce serait honteux. Ouais, c'est les franchises historiques de WNBA. Après, on peut séparer les deux. Si on considère que les Timberwolves peuvent bouger, tu peux garder les Lynx, tu peux faire un deal séparé. Mais donc ouais, Minnesota, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bon, dans les équipes jeunes, Orlando, Miami, je pense pas que ça bouge. Memphis, est-ce que c'est un gros marché, Memphis? Parce que le Tennessee, je suis pas sûr, hein. C'est une ville cool, mais je suis pas sûr. Ouais, Washington, moi, c'est vraiment. Enfin, si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop cette ville. J'y suis allé 3-4 fois. Toujours trouvé fade. Et l'équipe, je l'ai toujours connue fade. Même quand il y avait Jordan, c'était un peu fade. Et même quand elle était performante, c'était un peu fade. Et j'étais pas né quand les Bullets étaient performants. Donc personnellement, ça me ferait ni chaud ni froid si Washington déménageait, par exemple. Moyen Memphis, mais comme il n'y a rien autour, ça reste. Ouais, il n'y a rien autour. Il y a quoi comme équipe? Il y a les Tennessee Titans en foot US. C'est aussi un coin de foot US, ça. Moi, j'aimerais pas que ça bouge parce que j'aime bien Memphis. Je trouve ça assez cool. C'est pas ultra performant, c'est pas un énorme marché, mais je trouve ça cool. Les Pels, c'est bien. New Orleans, c'est le nom et le logo qui est pourri. Ouais, aussi. Ils devraient peut-être essayer. Après, le pélican, c'est un animal du coin. Peut-être un rebranding avant un déménagement. Washington redevient intéressant grâce à nos Français. C'est vrai qu'il y a Alex Sarr et Bilal Koulibaly qui sont cette année, ensemble en tout cas. Parce que Bilal était déjà là l'année dernière. Est-ce que ça rend. Alors ça nous donne envie de les suivre, mais il faut espérer qu'ils aient du temps de jeu, qu'il se passe quelque chose. Parce que sinon, si c'est comme l'année dernière, ça va être chiant, quoi. Ils ont confirmé leur coach. Ça va tanker pour Cooper Flag, hein, on est d'accord. Ça va faire partie des 5-6 équipes qui vont tanker à fond, enfin qui vont même pas se cacher. Donc je pense. Je pense qu'on va les retrouver dans les bas-fonds et que ça va pas être une équipe très fun à regarder, même si Alexa et Bilal Koulibaly, qui sont désormais orphelins de mon poulain Deni Avdia, parti dans une autre équipe qui va tanker, je pense. Les Portland Trail Blazers. Comme les Raptors, les Pels, c'était un référendum pour le nom, c'est vrai ça. Bah c'était pas fou, hein. Les Pelicans. Bon après c'est pas si horrible, je trouve. Mais bon. C'est leur staff marketing qu'il faut virer. Pierre le Pélican, il faisait flipper. Ouais. Il faisait flipper. En vrai de vrai, San Antonio, ils ont pas intérêt à tank pour Flag. Bah là, vu comme c'est parti, ils vont pas tanker, je pense, hein. Enfin, ils vont essayer de progresser, ils vont pas viser à tout prix les playoffs, mais je pense pas qu'ils vont tanker. En tout cas, ce sera moins flagrant et ils arriveront pas à tanker autant que, à moins que Victor se blesse et soit absent toute l'année, je touche du bois pour lui.
Je les vois pas tanker aussi fort ou perdre autant de matchs que Washington, Détroit, euh, Utah probablement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Utah, Portland, Washington, Détroit. C'est bien déjà. C'est pas mal. Il fait peur aux enfants, Pierre le Pélican. Le volatile. Ouais, c'est pas la pire des mascottes. Hein. Vous vous rappelez, on avait regardé un peu les mascottes avec Benjamin un soir. Comment il s'appelait le bébé là? C'est à Sacramento, le baby là qui était hyper creepy. Brooklyn, j'oublie à chaque fois Brooklyn, tu as raison, Flo. Brooklyn va tanker méchamment, ouais. Cooper Flag à Brooklyn, c'est pas mal. C'était celle des Clippers, la pire, non, je m'en rappelle plus, tant que je regarde ça. Une ancienne? Moi je sais, celle qui était le plus critiquée et qui se faisait siffler à chaque apparition. Donc là, la saison où j'étais à New York, où j'allais voir les matchs des Nets, ils avaient mis le Warrior, je crois, c'était un espèce de chevalier en métal là, un peu, ça ressemblait un peu au personnage de ah, comment ça s'appelle, avec Dorothy et l'ouragan, le magicien d'Oz. Ça ressemblait un peu au bonhomme en métal. Et il se faisait siffler à chaque fois qu'il entrait pour envoyer des t-shirts et tout, et ils l'ont pas gardé après, je crois. Clippers mascotte. Est-ce que c'est toujours la même? Oh là là, elle est vilaine, j'avais oublié Chuck le Condor, bien sûr. Chuck le Condor. Toronto a sorti le tank aussi. Toronto, ouais, Toronto va peut-être tanker, je les avais pas inclus dedans, mais c'est vrai qu'avec le départ de Siakam avant la deadline, bon, ils ont prolongé Scotty Barnes. Euh, Ils ont un coach inexpérimenté du coup, mais enfin, qui a fait une saison maintenant, Jakovic, mais ouais, c'est vrai qu'on peut les inclure peut-être dans le tank. Hein. Ils sont à une blessure de Scotty Barnes d'être dernier, je pense, mais à voir. Le Condor, mais pourquoi? Alors, je sais pas, s'il y a des Condors à Los Angeles? Ou alors c'est lié à l'ancienne. Ils étaient où les Clippers avant? Ça y est, j'ai oublié. Je me souviens, j'oublie un peu les anciennes locations. Il y avait Atlanta, c'était Saint-Louis, et les Clippers, c'était. Je regarde, hein. Je vous dis pas de bêtises. Les Buffalo Braves, merci Flo. Puis après, les San Diego Clippers. Alors, est-ce qu'il y a des Condors à Buffalo? J'en doute. C'est dans l'état de New York. Est-ce qu'il y a des Condors à San Diego? J'en ai aucune foutue idée. Il devrait s'inspirer de l'excellente mascotte du Liberty. C'est Ellie, l'éléphant. Ellie l'éléphant qui est une superstar aux États-Unis maintenant. Bon, les mascottes, c'est un vaste débat. Je savais que Gis interviendrait, Gis qui n'est pas fan, il n'est pas friand des exactions d'Ellie l'éléphant pendant les matchs. Et c'est pas la vraie mascotte du Liberty, effectivement. C'est pas la vraie, c'est pas l'historique. Ça fait depuis 2021, je crois, que c'est Ellie. Et avant c'était, ça j'ai oublié. C'était qui l'ancienne mascotte? Maddy, voilà, merci. Maddy. Le monde change. Le football il a changé, le monde aussi, c'est ça que tu veux nous dire, Flo? Petit clin d'œil au capitaine de l'équipe de France, muet ce soir, à nouveau. Alors, bah, je suis pas très fort sur les mascottes, hein, par contre, c'est moins mon dada, mais j'avais juste été marqué par, je me disais, le pauvre mec à Brooklyn, là, je le voyais à chaque fois, il se faisait pourrir parce que les gens, ils étaient pas du tout. Les Nets cherchaient leur identité, donc ils cherchaient aussi leur mascotte. J'y pense, Flag sauve les USA niveau prospect, ils avaient plus de jeunes à haut potentiel en ce moment, mais c'est exactement ce qu'on disait, on disait ça aussi ce matin avec Théo dans le CQFR, parce avec la Select Team, il a fait forte impression. Je pense que les Américains, ils attendent de la relève. Hein. Ils attendent la relève d'un mec américain qui va jouer pour Team USA, qui va rivaliser avec les cracks internationaux qui prennent la ligue d'assaut. Alors voilà, il y en a déjà qui disent ah bah voilà, il y a des Américains qui attendent un blanc dominant, il y en a plus depuis Larry Bird. Alors une fois un Américain, machin. T'as des conservateurs qui l'appellent déjà White Flag. Bon, voilà.
moi, je m'attache qu'à ce que je vois pour l'instant du joueur et je le trouve incroyable. Trop incroyable. J'ai vu des extraits de ses matchs avec Team USA en. Il était surclassé, je crois, mais c'était déjà impressionnant. Bon, les matchs de lycée et des équipes AAU et compagnie, ça vaut ce que ça vaut, mais tu vois quand même déjà le talent du garçon. Et là, les extraits qu'on voit de lui à l'entraînement avec Team USA, il y a quelque chose, quoi. Il y a quand même quelque chose physiquement, techniquement, il a plein de trucs. Même voilà, athlétiquement, c'est un superbe athlète. Le garçon est pas bête en plus, il est assez intéressant. Je dis ça parce qu'il a fait il a répondu à des questions en mode rapide. Il a cité Jordan comme son GOAT, les Celtics 85-86 comme la meilleure équipe de tous les temps. Euh, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'un mec qui a grandi avec LeBron et Steph Curry dise que c'est Jordan le GOAT. J'aime ce respect pour les anciens. C'est quoi son poste Cooper Flag? J'ai l'impression qu'il peut jouer partout à l'extérieur. Bah, c'est exactement ça. 3-4. Je le dirais aussi plutôt 3. Dans certains schémas, peut-être 4, mais je trouve aussi que ça va être un excellent 3. Parce qu'il peut shooter, il peut défendre, il a des qualités de passe, du physique qui va se développer. Parce que je rappelle qu'il a que 17 ans. C'est impressionnant. Alors, on n'est pas sur quelque chose d'aussi hallucinant et jamais vu qu'Wembanyama. Par contre, ça fait, je pense, longtemps que les Américains n'ont pas sorti un prospect comme ça, je pense. Flag, depuis plus d'un an, joue avec des adultes et ça dit qu'il est déjà bon. Effrayant. Oh, il joue pas avec des adultes. Il était à la Monteverde, je crois. Et après, avec son équipe du Maine aussi, parce qu'il vient du Maine, ça va être. Je me demande si ça va pas être le premier joueur de l'histoire de NBA à venir du Maine. Sans doute pas. Il y a sans doute eu d'autres joueurs, mais je cherche en même temps. Il joue pas avec des adultes, voilà. Il joue avec des lycéens. Maine NBA Players. NBA Players born in Maine. Duncan Robinson est né dans le Maine. Jeff Turner aussi et Skip Chappell, qui ne me parle pas. mais ouais, il y a des joueurs qui viennent du Maine. Duncan Robinson, je vois, qui est né à York dans le Maine. J'essaie de voir si on n'a pas d'autres. Parce qu'après, il a fait Michigan, donc il est quand même bougé assez vite. Mais en tout cas, oui, t'as raison, Gis, de recentrer le truc. C'est un excellent prospect. On va le voir à Duke. Donc il aura les spotlights dessus. Ça va être Duke qui a besoin de retrouver un peu le devant de la scène, parce que ça fait quelques années que c'est pas si simple. Il n'y a plus Coach K. Maintenant, c'est notre ami John Shire, ancien joueur de Duke, qui est aux commandes. Et puis, de voir Cooper Flag là-dedans, ça va être intéressant, quand même. Voir s'il peut être un de ces joueurs qui font une saison et arrivent à mener très loin leur équipe, comme on a vu par le passé des mecs en one and done le faire avec Anthony Davis, par exemple, avec Kentucky. Julius Randle est en finale, c'est un énorme prospect, il avait emmené l'équipe en finale. Qui d'autre a fait des très très gros parcours en faisant qu'une saison avant d'être drafté haut. Bon, il y en a, hein. Mais est-ce que ça peut être ce joueur-là? Ne parle pas de Shire. Qu'est-ce que t'as, Eric? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as contre ce pauvre John Shire? Bonsoir, G. Est-ce que tu arrives tard? Oui, t'arrives un peu tard. On va bientôt terminer, mais reste un peu avec nous. Fan de Duke, on le déteste ici. Pourquoi? À cause de sa première saison qui a pas été. Vous avez pas aimé sa première saison? À partir du moment où Coach K l'a validé, moi, j'avais regardé sa conf de presse d'introduction justement à l'époque. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas aimé par les gens de Duke, comme tu dis? Parce que bon, les fans des autres universités et l'Amérique détestent Duke. Donc si les gens de Duke détestent le coach de Duke, c'est compliqué. Carmelo, il a fait one and done, absolument. Magnifique saison avec Syracuse, avec mon poulain Hakim Warwick, dont c'était l'anniversaire hier. Ils avaient gagné le titre, avec McManamara aussi. Et après, il allait directement en NBA. Donc ouais, c'est ça, il a fait one and done. Il était très attendu et il a réussi. Personne n'aime Duke chez les gars, personne n'aime Yukon chez les filles. C'est une bonne comparaison. C'est des universités qui ont été dominantes à un moment et qui le sont un peu moins maintenant, mais qui restent des références pour la formation des joueurs. Plus Yukon quand même chez les filles que Duke, où ça a été un peu aussi une usine avec à chaque fois un prospect tous les ans qui partait. Le dernier en date, c'était quand même Banchero.
parmi les très forts. Mais oui, aux États-Unis, personne n'aime Duke. Enfin, mon coloc, il était de Yukon, donc il a fait sa fac à Yukon et c'est tombé. Quand Duke, pendant les tournois, il perdait, il était heureux, quoi. Niveau système de jeu et identité, il n'arrive pas à imprimer. Après, c'est quand même. Est-ce que quelqu'un aurait pu prendre la relève de Coach K après 1 million d'années de coaching et de succès et de réussite dans la formation de prospects entre la NCAA et la NBA? Comment tu fais, quoi? Et c'est lui qui l'a choisi, hein, c'est lui qui a désigné l'héritier, qui lui a fait confiance. Je pense qu'il faut attendre un peu. Voilà, Gis. On est d'accord. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Du coup, c'est quoi la team universitaire que vous kiffez? Moi, c'est Baylor et Villanova. Alors moi, c'est Syracuse, parce que j'avais suivi justement la saison avec Carmelo et que ça passait sur le câble à l'époque, donc j'avais pu voir pas mal de matchs, alors qu'avant, j'en voyais jamais. J'ai été voir un match à Syracuse aussi, l'année où il y avait Jeremy Grant. C'était cool, il y a une grosse ambiance, les couleurs me plaisaient bien, c'est dans l'état de New York, c'est loin de New York City, mais c'est dans l'état de New York. Moi j'aime bien Syracuse, maintenant c'est devenu obsolète, hein, avec les problèmes autour de... les problèmes académiques avec Jim Boeheim qui est plus là. Euh, Sinon j'aime bien Yukon parce que voilà, j'avais mon coloc, comme je disais tout à l'heure, qui était fan de Yukon, donc il m'a un peu transmis le truc, et l'année où j'étais là-bas, Yukon avait gagné le titre, avec... qui était leur star, c'était Shabazz Napier. Et ouais, j'aime bien Yukon aussi. J'aime bien Yukon. Gis, toi, c'est Yukon et Notre-Dame chez les filles. Ouais, Notre-Dame, belle institution aussi. Ah, mais on lui laisse, il a raté l'année Banquero, s'il rate celle de Flag. Non, il a pas raté l'année de Banquero. C'était le dernier prospect de Coach K, Banquero. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est mon dernier prospect phare à faire du one and done et c'est pas le plus mauvais. Il avait dit. Il s'était pas trompé d'ailleurs. Mais... Michigan pour le Fab Five, bah, culturellement très important Michigan, évidemment, avec les shorts et le look. Alors moi j'étais petit, hein, mais après bah, il y a des documentaires, sur cette équipe. Tu parles plusieurs fois de ton colloque de l'époque, tu gardes contact avec lui, il devient quoi? Oui, on s'envoie des messages une fois ou deux par an pour les anniversaires et tout ça. Il s'est marié il y a quelques années aussi, je lui ai envoyé des messages. Comment dire? On n'est pas resté ultra proche parce que déjà c'était c'était un Américain très typique, voilà, originaire du Connecticut, qui aimait bien les armes, le Parti républicain et Jésus-Christ, ce qui est il a tout à fait le droit, hein. Donc c'était super de passer une année avec lui. J'avais un autre coloc en même temps qui lui était du Delaware et qui était dans un autre trip, mais très sympa aussi, mais un peu plus discret. Donc on se donne des news de temps en temps, mais je sais qu'il est voilà sur les discussions de fond, il est un peu trop conservateur à mon goût, notamment ouais voilà. Alors fan MAGA, j'irai pas jusque là, mais c'est un ancien démocrate déçu qui a cru, je pense, que Trump pouvait être en accord avec ses valeurs et tout. Et alors je sais pas ce qu'il en pense aujourd'hui, mais je sais qu'il a quelques positions un peu arrêtées sur des sujets sur lesquels on serait en désaccord, dont on avait discuté à l'époque en toute tranquillité, hein, mais voilà, j'avais déjà raconté ici ça faisait 3 jours que j'étais dans la coloc et je l'entendais crier dans la salle. Il était devant un match de baseball. Moi, j'étais pas du tout dans le baseball. Je savais même pas que c'était les finales à ce moment-là. Donc lui, fan des Red Sox, et c'était les finales contre je sais plus qui. Et ça devait être le match décisif ou l'avant-dernier match. Et je l'entends crier, donc je pose des questions, comme ça on sympathise et tout. Il me raconte, il m'explique pourquoi il est fan et machin. Puis, je sais pas, les matchs, vous savez, les matchs de baseball durent super longtemps et je sais pas, 2 fois ou 3 fois en 1 heure, il y a une fanfare qui vient et qui joue un truc pour les vétérans. Et à un moment, pour rigoler, je lui dis, vous aimez vraiment votre armée, hein, c'est abusé, ils viennent tout le temps. Et là, il a pas du tout aimé le truc, il a dit, bah quoi, pourquoi vous aimez pas votre armée, c'est pourquoi? Parce que vous perdez toutes les guerres, c'est pour ça, vous devriez être plus fier de votre armée, je sais pas quoi. Je dis, bon, ok, je vais éviter de parler de ces choses-là. T'es très attaché à l'armée et aux hommages aux vétérans. Sachez que tous les Américains, même les démocrates les plus convaincus, ne blaguent pas avec les hommages aux vétérans et aux militaires américains. Voilà.
Du coup, j'ai raté quelques-uns de vos messages. Je vais me remettre dessus. Au lieu de raconter ma vie là. Parce que j'ai vu que ça parlait que tu avais joué à Montclair State ou je sais plus quoi. J'ai plus l'actualisation des messages sur mon Twitch. Et du coup, j'ai perdu le message où tu disais où tu avais joué. Je vais relancer, excusez-moi, je vais relancer mon Twitch en espérant pouvoir avoir accès. C'est Eric NBA, c'est ça, hein. Ah, j'arrive pas à retrouver ton message, je suis deg. Ça me remet que des trucs sur John Shire. Et ça me bloque toujours mon image. Enfin bon, du coup, t'as joué en Division 1, Eric. C'est c'est impressionnant. Ah voilà, merci. Ah non, c'est Robler, pardon. Désolé. J'ai perso joué à Montclair State et Caldwell dans le New Jersey. Ils m'ont déçu par le niveau et le fait de vouloir être le meilleur à tout prix. Lors d'une soirée face à Villanova, j'étais beaucoup plus proche des mecs de Philly. Plus de valeur et d'humanité en gros. Philly, j'aime bien cette ville et j'aime bien les gens de Philadelphie. Je les ai bien appréciés aussi à chaque fois que j'ai pu en côtoyer. Villanova, j'aime bien le travail qui a été fait sous l'ère Jay Wright. Mais c'est cool, t'as joué à Montclair State et Caldwell. Et donc c'était de la division 1 alors. Ah tiens, un espagnol qui nous rappelle le score. Moi en e-sport pro A, hélas, j'ai jamais eu d'offre à l'époque pour Duke. Ah, un e-sportif de haut niveau. Vous avez parlé de la liste des JO en début de late. De la liste des Bleus, non pas en détail, on a parlé du deuxième match contre l'Allemagne. Mais, et après on a parlé des autres équipes un peu. On a disserté un peu là-dessus. Jay Wright veut pas venir remplacer Tibbs. Non, Jay Wright a dit qu'il coacherait plus apparemment. Mais il a fait du très très bon travail. Et alors pourquoi j'arrive plus à retrouver sur mon téléphone à voir vos commentaires, ce qui est quand même perturbant. Je suis obligé de le voir sur mon logiciel de streaming qui est pas très très pratique. Je vais essayer de quitter. Désolé si je ne suis pas hyper actif. C'est quand même vous raconter des choses intéressantes. Mais voilà, moi ça me bloque à. Ah voilà, c'est bon, ça y est, je suis revenu. Par contre, moi chez moi, mon image est figée. Je sais pas pourquoi. Moi, Espoir Pro A, pardon. Ah bah voilà. Donc voilà, j'avais senti que t'avais du basket. T'as joué dans quel club, Eric, du coup, en Espoir? Parmi les intervenants que vous avez pu voir récemment sur Basket Session, notamment sur le podcast d'hier, Maxime, qui bosse avec nous en ce moment, a joué à un bon niveau aussi, je crois. Pro B ou National 1, je crois, il y a quelques années. Et Sport Pro, c'est quand même gros niveau. C'était il y a longtemps ou est-ce que c'est récent? Est-ce que tu as toujours un espoir de faire carrière? Intéressant, Maxime, absolument. Maxime, c'est un garçon charmant qu'on a rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est actuellement en stage avec nous, à moitié chez Bibasket, parce qu'il a quand même une forte appétence pour le basket européen. Et en même temps fan de NBA, donc il fait en alternance chez nous et c'est une reconversion professionnelle parce qu'il bossait pas du tout là-dedans avant, mais il jouait à un bon niveau au basket. Et ouais, il est très intéressant, il est cool, il est très cool. De toute façon, chez Basket Session Rivers, vous savez qu'on a que des gens cool, hein, sauf Antoine Pimel qui a le tort d'être absent ce soir, donc j'en profite. Mais non, n'hésitez pas à écouter le podcast de lundi où justement Antoine, Théo et Maxime ont fait un power ranking de l'intersaison pour l'instant, enfin après les premiers moves de l'intersaison, en faisant une draft en fait. Et donc je l'ai pas fini, j'ai commencé ce midi, mais c'était intéressant. Pimel trop cool, mais évidemment qu'il est cool Antoine. Sinon on travaillerait pas ensemble. Antoine reviendra normalement. Je sais pas s'il sera là pour le CQFR bonus du samedi. Si vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. N'hésitez jamais, parce qu'on a toujours plein de questions, mais si vous en avez jamais posé, ou vous posez des questions qui ont plus ou moins un rapport avec le basket et la NBA, n'hésitez pas, on sera ravis d'y répondre. On aime toujours avoir vos petits messages, et puis vu que vous êtes des gens bien et qu'on a on a des suiveurs de qualité, c'est toujours agréable j'aime bien ouvrir vos mails, c'est toujours génial.
Orléans, mais je suis parti pour les études, c'était il y a longtemps, et j'ai préféré les études de droit une fois arrivé à la fac. Et est-ce que tu regrettes ou pas? Est-ce que les études de droit t'ont permis de déboucher sur quelque chose de cool ou je pose la question hein, parce que on peut toujours se demander si j'avais fait ça. Non, Castellar, je suis désolé, j'ai pas prévu de jeu parce que j'ai rien pu préparer. J'étais tout seul aujourd'hui. C'est pas pour faire Calimero, mais Antoine est absent quelques jours et j'avais pas mal de boulot. Du coup, j'ai pas préparé de jeu, mais je vous en referai avec des. Je sais que vous nous avez envoyé des messages pour nous dire que c'était cool les qui a dit quoi, les trucs comme ça. On en refera de toute façon. Je pense pas faire de pause tout de suite sur la lead session, donc on fera des petits jeux comme ça. Même pendant les JO, on fera des trucs aussi, puis on essaiera de faire gagner 2-3 trucs aussi. Ça peut être sympa. T'as préféré le droit au basket? Vous êtes 3 dans le monde, dont toi. Robert, tu as un jeu. Bah écoute, si tu veux nous faire deviner un truc ou quoi, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas. Et après, on ira quand même se coucher. Parce qu'il est minuit 45. Et que j'allais dire, il y a des trucs à faire demain, mais il y a des trucs à faire tout le temps, de toute façon, on sait pas. Non, en vrai, même pour beaucoup, ils comprennent, ça m'avait dégoûté du basket, le voir comme un métier, et je n'allais pas terminer en pro A de toute manière. Bah, c'est une approche réaliste. Après, peut-être que je me demande si à un moment tu t'es dit, est-ce que j'essaierai pas pour après. Enfin, est-ce que tenter le coup à fond pour essayer de jouer chez les pros, ça te bloquait forcément toutes les portes pour après? Euh, c'est ça que je me demande. C'est toujours la question. Mais bah, si tu regrettes pas, c'est que ça devait être comme ça. Hein. Surtout si t'as l'impression que t'aurais pas joué en pro A. Bon. Et du coup, tu joues encore ou t'es toujours dégoûté du basket ou il y a plein de gens qui arrêtent net. Je connais des mecs. Alors moi, c'est le foot parce que j'ai joué au foot, mais des gars qui étaient super forts et qui ont touché le haut niveau d'assez près, que ce soit par les centres de formation ou même dans des clubs amateurs, mais et qui, quand ils ont arrêté ou quand ils ont loupé une opportunité, ils ont totalement arrêté après. Ils ont été dégoûtés et ils ont plus jamais rejoué, quoi. Même pas en club après. Il y a des joueurs, on se dit que finalement mettre un ballon dans un panier, c'est plus facile. Ouais. Quand t'es jeune, avoir ce recul-là, c'est incroyablement mature. C'est vrai. Et le niveau e-sport, comme a dit Gis, c'est vrai que j'ai eu des échos dessus, c'est quand même pas le plus simple pour percer, de toute façon dans tous les sports, pareil. Je parle que de ce que je connais, mais pour le foot, c'est l'écrémage est violent et au basket, il y a encore moins de place, donc c'est pas simple. Ah, Robler veut nous faire deviner un joueur. Je suis turc et j'ai joué aux Bucks, aux Pistons, aux Magic, aux Thunder et aux Sixers, aux Hawks, aux Sixers, aux Bucks et aux Jazz. Je pense que je l'ai. Je vais pas vous spoiler, mais s'il est passé par le Magic, donc c'est pas Turkoglu, mais c'est un autre. Voilà, je pense que Miguel a la bonne réponse. Ersan Ilyasova. Et il y avait des histoires sur sa nationalité à lui, je sais plus ce qui. J'avais essayé de l'interviewer à l'époque. Ça devait être sa deuxième année en NBA et l'attaché de presse des Bucks, il devait jouer aux Bucks à ce moment-là, il m'avait dit non, c'est impossible, il veut pas. C'était avant une compète avec la Turquie et c'était un peu chaud en Turquie à ce moment-là et il était pas chaud. Quel âge il a? 33 ans? 34 ans? Je sais pas. Régional 1, Eric? Ah bah c'est quand même bien, non? Je me rends pas bien compte à chaque fois des niveaux. Donc c'est au-dessus de la départ, donc c'est quand même cool. Au-dessus des niveaux qu'on évoque dans le très bon livre écrit en majeure partie par Antoine Pimel, que je vous recommande pour les vacances. On avait fait une offre dessus. N'hésitez pas, une saison en enfer. Quel âge il a? Alors, ouais, Robler, quel âge il a, Ersan Ilyasova? Est-ce qu'il joue encore au basket seulement? Je suis pas sûr. Hein. Il avait essayé de. 37. Ok. C'est le plus haut régional. Ah oui, quand même. Ok, bon, respect. Respect, tu dois être le later qui joue le plus haut, Eric. Voilà. C'est peut-être Eric Mikou qui est parmi nous, en fait. C'est toi, Eric. Ça y est, on t'a reconnu. Oui, je me doute que R1, c'est à mon niveau, oui. Si c'est le plus haut niveau régional. Parce qu'après, t'as quoi? N2, N1, Pro B, Betclic, non? Mikou le saoule. Pourquoi? T'as été en soirée avec Eric Mikou? Ah non, il dort. Ah, il te saoule. Bah, il a un phrasé un peu particulier, mais il est très sympa. Je le connais un peu, il est très sympathique. Mikou, j'ai joué contre son équipe en coupe Depart Essen à 17 ans. Bah voilà.
Et ça veut, du coup, t'as le même âge à peu près que lui, enfin, c'est la même génération. Parce qu'après, lui, il est parti, du coup, c'est-à-dire qu'il est parti un peu plus tard, quand il est parti à Georgetown, c'était, oui, du coup, c'était forcément avant qu'il jouait à Georgetown, j'imagine. Ah, en coach, pardon. Ok. Je savais même pas qu'il avait coaché, tu vois. Pour moi, il est consultant depuis les débuts à Bein et j'avais pas intégré qu'il avait coaché aussi. Coupe départ Tesson, ah oui, donc t'es de région parisienne, Eric, alors. T'es comme Théo, du coup, l'Essonne. Il a joué avec Iverson, Miku, absolument. Il a joué avec Iverson à Georgetown. Le discours au vestiaire, tout le monde dort. Après, je pense pas qu'il était comme ça. Il n'a pas toujours été comme ça. J'ai l'impression qu'il a un peu. Il a subi quelques épreuves et ça. Même le phrasé et tout, c'est un peu plus. Ouais, un peu plus lent qu'à une époque, on va dire. Mais par contre, à chaque fois que je l'ai vu, je trouvais ça super sympa. Il a plein d'histoires de malades, hein. Plein d'histoires de fous. Bah, il a une maladie, je sais pas. Je lui ai jamais demandé, hein, mais il connaît bien le basket, quand même. Après, on a des affinités ou pas avec la façon dont il commente, mais qui sont les seuls frères à avoir été All-Star. Les seuls frères à avoir été All-Star. Les frères, comment ils s'appelaient les... Ah bah ouais, Marc Gasol, putain. Bravo. J'allais chercher des mecs, des vieux gars américains, là. J'y étais pas du tout. C'est pour ça qu'il n'est plus en plateau, il a des tremblements. Putain, j'ai pas vu ça. Mais ok. Une sorte de Parkinson, merde. Bon, tu vois, ça explique des choses. C'est pour ça que quand je disais qu'il avait traversé des trucs, voilà, j'étais pas très loin. J'étais pas très loin. Mais il en a parlé, du coup, Kill Vicious, ou alors t'es juste bien informé par quelqu'un qui travaille avec lui. Et c'est vrai qu'il est pas, c'est vrai qu'il est plus en plateau. Très bien, messieurs, dames, il est 1h moins 10. Nous allons rendre l'antenne. Je sais pas si alors, je veux pas vous dire de bêtises, je vais pas vous promettre la présence d'Antoine la semaine prochaine, mais j'essaierai d'être accompagné. Je vais voir si Benjamin, par exemple, n'est pas là, si je peux faire découcher un peu Théo. Enfin, n'hésitez pas. Ou si vous voulez que j'invite quelqu'un, que je tente d'inviter quelqu'un dans la late, n'hésitez pas à soumettre des noms. Stephen A. Smith, qui c'est, d'autres stars de la télé. Maxime, je peux lui demander. Après, très tard, c'est pas forcément ce qui l'arrange en tant que père de famille, même s'il a ses vacances scolaires, donc je pourrais peut-être lui demander effectivement. Mais ouais, n'hésitez pas si vous avez des idées de gens, on sait jamais. En attendant, je vous souhaite effectivement une très très bonne nuit. Merci, merci comme d'habitude pour vos commentaires, vos questions, votre bonne humeur et votre sympathie. On se retrouve dans tous les cas demain matin. Je serai avec Théo pour le CQFR. Je serai aussi probablement avec Théo vendredi pour le CQFR bonus. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions au CQFR, à cqfr.rivers@gmail.com pour qu'on y réponde ensuite dans le podcast bonus du samedi. Allez regarder la chaîne, il y a plein de contenus. Il y a le Hoop Culture de dimanche dernier où Théo et Pierre Armand parlent de Team USA. Celui de lundi où Théo, Maxime et Antoine font une draft / power ranking. Et voilà, continuez de nous suivre. Merci de votre fidélité, de votre présence. Et la semaine prochaine, on sera à deux, je pense, pour vous accompagner et discuter avec vous. Les JO se rapprocheront. Il y aura peut-être d'autres actus sur lesquels discuter. Merci Kid Vicious, merci à tous. Et je vous souhaite une très très bonne nuit. À bientôt.